Et vous savez que nous avons besoin des personnes euh, sources pour pouvoir être des courroies de transmission entre les organismes qui financent et les organismes locaux qui sont sur le terrain et qui mènent les actions. Alors, euh, les actions d'activer le changement de notre organisation sont étendues dans 19 pays en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Ma collègue vient de poster un lien sur une brochure à propos de notre organisation. Je vous invite à pouvoir le consulter, ce lien. Alors, ce webinaire est une opportunité de présenter le travail d'une de nos organisations. Ces séminaires sont des opportunités pour nous de présenter les travaux que nous faisons pour appuyer les initiatives d'adaptation menées localement. Et après, nous avons 41 personnes en ligne qui proviennent de différentes organisations. Et nous pouvons donc commencer. Donc, comme je l'ai dit tantôt, à le changement, nous appuyons des projets euh, qui appuient des activités menées localement. Et le partenariat pour les actions du climat sont diverses. Elles impliquent différents acteurs et devraient aussi considérer des paramètres comme l'inclusion et l'équitabilité. Et la, la présentation d'aujourd'hui qui va parler de favoriser un leadership équitable dans le Sud, euh, cette, cette action peuvent, n'est-ce pas, renforcer les aspects, par exemple, d'équitabilité, mais cela peut aussi apporter de nouveaux challenges. Alors, ces actions sont menées parfois nord-nord, parfois sud-sud, et le séminaire d'aujourd'hui va permettre de réfléchir et d'échanger également sur en quoi consiste, n'est-ce pas, le leadership équitable et les challenges, n'est-ce pas, qui peuvent se présenter lorsqu'on implémente cela. Alors, je vais arrêter de partager mon écran et je vais introduire les orateurs d'aujourd'hui. Nous avons trois orateurs. Je voudrais commencer par introduire nos trois orateurs et après, je voudrais introduire les modérateurs. Je voudrais inviter Chana, Suzanne, et je vous invite à allumer vos caméras lorsque je vous présente. Donc, nous avons trois présentatrices aujourd'hui. Chana, qui est la, la directrice, présidente directrice générale de- d'une organisation au Canada. Malheureusement, je n'ai pas eu le nom entier. Et elle travaille, n'est-ce pas, sur le leadership climatique chez des groupes marginalisés. Nous avons également Suzanne N. Doudou. Euh, Suzanne est la responsable du African Center for Trade and Development. Elle est, n'est-ce pas, le leader du projet CRAX. Et c'est un projet qui, n'est-ce pas, renforce la résilience des communautés en, n'est-ce pas, boostant leur capacité d'implémenter une agriculture durable. Nous avons enfin Annette, qui est une chercheuse en
au changement climatique et elle est leader également dans le projet CRAC. Donc, Suzanne et Annette collaborent ensemble sur ce projet CRAC. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes et à tous. Donc, je vais faire passer la parole. Merci à tous les auditeurs et tous ceux qui sont présents à cette rencontre. Et merci également à Step Change qui nous a donné cette opportunité. Je pense que depuis la pandémie de COVID-19, il y a, n'est-ce pas, un, un changement de dynamique entre les différents partenariats Sud-Sud et institutions comme les nôtres euh, jouent un rôle important et il est important de n'est-ce pas, réaliser le rôle important que ces organisations jouent dans cette dynamique de pouvoir. Donc, les organisations qui font partie de notre organisme Sud-Nord ou South-South-Nord sont impliquées dans des partenariats généralement de short terme et il était très important pour nous de continuer à travailler dans des conditions de statu quo sans, n'est-ce pas, challenger les systèmes avec lesquels nous travaillons. Mais en même temps, nous voulions, n'est-ce pas, challenger les inégalités et les, les, les déséquilibres de pouvoir qui existent dans ces différentes organisations. Mais notre organisation ne menait pas un leadership à proprement parler vers le pays du Sud. Et, et donc, une organisation comme la nôtre, basée au Sud, mais qui est aussi impliquée dans les collaborations Nord-Nord, était un cas particulier. Et cela affectait, n'est-ce pas, les rapports de force, les rapports de pouvoir. Et nous avions dû faire une, une introspection et une réévaluation qui nous a permis de comprendre que le partenariat équitable dont nous avons réalisé que le partenariat équitable doit être, n'est-ce pas, transparent et, et euh, euh, ne devrait pas être focalisé sur le, la maximalisation du profit. Pardon. Nous avons également réalisé que ce ne sont pas toutes les institutions du Sud qui partagent les mêmes valeurs. Donc, pour pouvoir réaliser un partenariat équitable, nous devrions, n'est-ce pas, comprendre comment nous devrions donc euh, faire des essais de manière continuelle et, et dont nous avons constaté que des organisations qui ne partagent pas des mêmes valeurs euh, travaillaient dans une sorte de partenariat qui était en statu quo. Et nous devrions donc y regarder de manière plus profonde
Et nous avons constaté que dans ce partenariat, le donneur était l'organisation qui tenait les fonds et par conséquent tenait le pouvoir. Et la relation était beaucoup plus une relation de bas vers le haut, down. Et lorsque nous travaillons dans un projet avec le CDK et l'IRDC ou le CDRI, alors il y avait une organisation en Amérique latine et et une organisation en Asie du Sud-Est. Et tout doucement, nous avons pu voir le, le- le leadership qui changeait, mais nous étions ouverts à discuter de manière ouverte avec ces organisations et nous nous sommes engagés à travailler avec ces organisations de façon à ce que le partenariat ne soit pas seulement un partenariat nord-sud avec une dynamique du pouvoir entre le nord, entre les mains de l'organisation du nord. Alors, diapositive suivante. Donc, je parle, n'est-ce pas, de la dynamique du pouvoir et dans la diapositive suivante, ce que nous devons reconnaître, c'est que ce changement de système que nous espérons ne viendra pas de l'extérieur. L'équité que nous recherchons euh, se réalise lorsque nous commençons d'abord par challenger les processus internes dans nos organisations et puis après nous pouvons externaliser le concept. Alors lorsque nous avons essayé cela a été challengeant, cela a été difficile, parce que nous étions habitués à un management top-down. Et donc, je voudrais, n'est-ce pas, encourager que nous regardons cette dynamique de partenariat, à regarder ce qui se passe à présent et nous projeter dans le futur. Nous devons avoir le courage de mettre la lumière et sur ce qui ne marche pas, nous devons avoir le courage de mettre un nom, de nommer clairement ce qui ne marche pas et c'est la seule façon dont nous pourrons réussir à avoir un partenariat équitable nord-sud. Merci. Donc, Marie, elle prend la parole et dit merci. Cela était une très bonne présentation et je retiens que l'équité se réalisera lorsque l'on challengera les, les dynamiques qui sont actuellement en place. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, inviter Suzanne maintenant qui va nous présenter un travail sur les partenariats qui sont, n'est-ce pas, menés par le Sud et elles vont présenter des leçons sur leur projet nommé, le projet est nommé CRAX. Et Suzanne dit donc, merci Marie-Ève, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de partager notre projet. Alors, notre projet est un projet joint entre IED qui travaille sur la résilience des communautés et, et également l'organisation ACTADE. Prochaine diapositive. Alors, notre expérience, n'est-ce pas, s'appuie sur ce que René a présenté a présenté il y a de cela quelques instants. Donc, la CACTAD est une petite organisation qui est constituée de 10 personnes. Nous avons plusieurs partenariats, notamment avec le Nord.
Et dans ce partenariat, nous sommes des leaders des différents programmes qui sont implémentés. Euh, Par exemple, le CRDI et le ministre néerlandais des Affaires étrangères ont mis sur pied, ont lancé, n'est-ce pas, un appel à candidature pour des projets. Et lorsqu'ils ont reçu notre proposition, notre projet où l'IED et l'ACTA devront travailler ensemble, il était important pour nous de leur montrer que nos deux organisations ont eu à travailler avant ensemble et ont, n'est-ce pas, un, un rapport de confiance qui existe, n'est-ce pas, entre les deux organisations. Et puis après cela, il était question de discuter sur ce que cela signifie pour nous d'être de pouvoir diriger un projet dans le Sud et des éléments bien détaillés, comme par exemple euh, s'entendre sur quand est-ce que nous nous rencontrions, où est-ce que nous nous rencontrions, mettre sur pied l'agenda des meetings. Ce- il fallait donc, n'est-ce pas, s'entendre sur tous ces points. Donc, nous devrions donc mettre sur pied certains éléments, certains, nous devions mettre sur pied certaines demandes minimales. Par exemple, premièrement, la communication. Euh, Cela voudrait donc dire que dès le début, même pendant le développement de notre projet, il fallait, n'est-ce pas, communiquer, puisqu'il s'agissait d'une co-création. Nous avons réalisé que les mails n'étaient pas importants, alors nous avons décidé d'avoir également des conférences virtuelles et nous avons décidé ensemble que nous rencontrerons toutes les 2 semaines de manière virtuelle afin de discuter sur comment est-ce que le projet avance et également faire des planifications pour les étapes futures. Et nous savions également que pendant l'implémentation du projet, nos partenaires du Nord auront besoin parfois des décisions très rapides. Et dans ce cas-là, nous pouvions communiquer lorsque cela était nécessaire par WhatsApp pour question de rapidité. Le deuxième point était, n'est-ce pas, le respect mutuel. Alors, lorsque nous commençons à communiquer avec l'autre organisation, nous nous rendons compte que même leurs méthodes de communication sont différentes. Il fallait donc, n'est-ce pas, définir des limites. Il fallait définir des limites pour savoir qui fait quoi. Il fallait, n'est-ce pas, clarifier les attentes de chacun, de chacune des parties. Il fallait définir, n'est-ce pas, un agenda que les deux parties devaient respecter. Le troisième point, c'est l'ouverture de la capacité d'apprendre l'un de l'autre. Euh, je suis désolé, mais il y a eu une coupure. Donc, il est plus que critique que chacune des parties puisse apprendre l'une de l'autre. Et en ce qui concerne la transparence et les responsabilités, nous
avions, n'est-ce pas, des réunions de rattrapage 2 fois par mois et nous nous rassurions que les décisions soient prises ensemble. Nous, nous faisions des projets de décision pendant les réunions. Et puis, un élément très important que je voudrais apporter, c'est que être capable de pouvoir soumettre des rapports ensemble, des rapports joints à nos donneurs, à nos pourvoyeurs de fonds, était un élément challenge. Il fallait comprendre, il fallait être au courant de ce que l'autre partenaire partage également avec le donneur. Alors, nous sommes à présent à, à- à- approximativement 1 an de l'implémentation du projet et quels sont les bénéfices quels sont les bénéfices qui nous sont revenus en tant qu'organisation du Sud? Donc, premièrement, nous avons eu un accès direct à nos pourvoyeurs de fonds, ce qui nous a permis de construire une relation avec, ces organisations du Nord qui sont nos pourvoyeurs de fonds. Donc, nous, à travers cette relation, nous avons, n'est-ce pas, eu accès à toute une famille de donneurs, de pourvoyeurs de fonds. Deuxièmement, nous avons eu l'accès au staff technique de notre partenaire IED, qui dispose, n'est-ce pas, d'une large expérience, leurs chercheurs, leurs experts en communication, et ce sont des ressources que nous ne disposions pas toujours. Et cause de cela, ou alors grâce à cela, nous avions, n'est-ce pas, une assurance qualité désormais pour nos documents, pour nos procédures, mais euh, cela, cette collaboration nous a également permis d'augmenter notre visibilité. Nous avons fait face à plusieurs difficultés, plusieurs challenges, mais je voudrais présenter juste deux ici à présent. Alors, ce genre de partenaire que nous avions euh, nécessite beaucoup de temps. Nous faisions des va-et-vient pour des consultations et à chaque fois, il fallait, n'est-ce pas, consulter notre partenariat et arriver à un consensus sur chacun des documents. Tous les documents devaient être validés par les deux organisations et cela prend du temps. Le deuxième challenge, c'était des contraintes budgétaires. Et dans ce cas, nous avions, n'est-ce pas, un plafond sur lequel nous devions travailler. Nous étions très ambitieux et mais au niveau du budget, au niveau du budget, nous avons constaté que le budget disponible devait, n'est-ce pas, réduire ou alors contraindre à une réduction des activités que nous voulions mener. Alors, par exemple, le fait que nos partenaires du Nord avaient des coûts plus élevés par rapport aux besoins que nous avions, par rapport aux réels besoins dont nous avions au Sud. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et je vais passer la parole à ma collègue Annette pour la suite.
Alors, merci Suzanne et merci à Chimay. Après avoir écouté, après, après vous avoir écouté toutes les deux, j'aimerais, n'est-ce pas, souligner le fait que un partenariat équitable n'est pas seulement un concept abstrait, mais cela, n'est-ce pas, met en exergue, cela, n'est-ce pas, est quelque chose de réel où nous devons, n'est-ce pas, voir comment travailler ensemble. Alors, je voudrais parler ici du projet CRAC. Et dans ce projet, c'est différent des autres projets puisque il s'agissait d'un partenariat dirigé par le Sud. Et donc, nous devrions, n'est-ce pas, travailler afin de maintenir, ou alors afin d'être au standard des valeurs que nous avions. Et donc, des éléments que je voudrais partager, par exemple, premièrement, c'est pendant la création du projet, cela a été difficile et cela a nécessité beaucoup de temps. Pour le projet CRAC, par exemple, nous avons commencé carrément à partir de rien. Personne n'avait un projet ou alors une idée de projet déjà prête. Donc, nous nous sommes mis ensemble et nous avons commencé à construire ce projet. Et je me souviens que cela nous a pris 2 heures et demie. Mais euh, cela, n'est-ce pas, nous a permis de surmonter un, un premier challenge que l'on rencontre dans euh, partenariat équitable. Cela suppose que les deux partenaires doivent être impliqués dès le début du projet. Euh, Au lieu d'avoir un cas où l'un des partenaires travaille et l'autre approuve seulement, nous avions, n'est-ce pas, ici un cas où les rôles étaient partagés. Le fait que nous sommes partis carrément de rien lors de la préparation de ce projet, cela montre donc que nous avons commencé à travailler ensemble dès le début même du projet. Euh, Lorsque nous étions en train de travailler sur notre conceptuel et le projet lui-même, nous utilisions par exemple Google Doc pour partager des documents. Et lorsque je dis que cela était un, un, un travail parfois désordonné, c'est un exemple ici où nous avions des documents Google Doc où il y avait plusieurs commentaires, plusieurs changements, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient sur le même document. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, nous avons obtenu un produit qui avait été produit, qui avait été coproduit, produit de manière conjointe par les deux partenaires. Pour le projet CRAX, par exemple, personne ne peut réclamer la propriété intellectuelle. Aucune des parties seule ne peut réclamer la propriété intellectuelle parce que cela a été coproduit. Alors, c'est un, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, comme je le disais précédemment. Par exemple, rien que les réunions ensemble
nous ont pris près de 16 heures et 50 minutes. Mais cela a permis de, n'est-ce pas, prouver que les partenaires du Sud étaient capables de travailler ensemble, de co-créer et d'avoir un agenda commun qu'ils peuvent implémenter. Euh, Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la deuxième leçon que je voudrais partager à partir du projet CRAC, c'est que ce projet a eu un mécanisme de financement, su- euh, un mécanisme de financement qui était soutenu. Donc, pour le projet CRAC, il y avait une différence, n'est-ce pas, dans le design de la structure de financement. Premièrement, euh, le, les bailleurs de fonds étaient très stricts sur le leadership des pays du Sud. Donc, ils ont insisté que le projet soit implémenté et mené par les pays du Sud et cela devrait être reflété, n'est-ce pas, euh, 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 dans le dossier qui était soumis. Nous avons également remarqué que les bailleurs de fonds étaient comme des partenaires. Ils étaient, n'est-ce pas, flexibles dans les programmes et les budgets. Par exemple, ils nous donnaient 6 à 8 semaines, par exemple, pour la co-création, qui nous a permis d'avoir beaucoup des rencontres, des réunions, qui nous a permis de commencer à construire notre partnership, de notre partenariat à partir de même de préparation du projet. Et également, euh, l'autre point, c'est qu'il y avait, n'est-ce pas, de l'apprentissage. Donc, nous avons appris, par exemple, à, à mettre sur pied nos procédures sur pied par nous-mêmes. Donc, ce- cette méthode de financement, n'est-ce pas, a eu un impact très positif sur notre capacité, n'est-ce pas, à pouvoir apprendre les uns des autres. Le troisième point que j'aimerais partager, c'est que le renforcement des capacités ici présentait plusieurs facettes. Cela s'est passé d'une manière non conventionnelle d'apprendre et de partager. Par exemple, il y avait coaching, il y avait du mentorat. Nous essayions de comprendre les faiblesses et les manquements de l'autre partenaire et nous, n'est-ce pas, euh, nous, n'est-ce pas, nous nous aidions les uns les autres. Donc, ici, nous avons pu, n'est-ce pas, euh, avoir une expérience réelle du renforcement des capacités dont nous avons entendu parler pendant plusieurs années. Donc, on parle du renforcement des capacités depuis plusieurs années, mais ce projet nous a permis de comprendre de quelle
capacités qu'on veut renforcer? Est-ce que ce sont des capacités sur le court terme ou sur le long terme? Euh, Ça nous a permis de réfléchir sur, par exemple, le mentorat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement ou alors cela a besoin d'être réalisé sur du long terme? Donc maintenant, lorsqu'on parle de renforcement des capacités, nous voyons cela d'une manière un peu différente. Le quatrième point que j'aimerais partager, c'est que la dynamique de pouvoir prendre du temps pour changer. Comme Suzanne l'a mentionné tantôt, ceci était leur première expérience de, de gérer un projet en partenariat avec une autre organisation. Alors, nous avons donc, nous avons donc compris que parfois nous devrions reculer et nous devrions reculer afin de permettre à notre partenaire de prendre le leadership dans le but de pouvoir atteindre notre objectif. Donc, le mindset a également changé puisque nous ne devrions pas imposer à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, mais, l'autre devait être effectivement impliqué. L'autre partenaire devait être effectivement impliqué. Alors, cela nous a permis d'être flexibles, cela nous a permis d'être patients. Nous avions une communication ouverte et, et nous nous soutenions l'un de l'autre. Et l'autre leçon je voudrais partager ici, c'est que des partenariats euh, durables et productifs doivent être basés sur le, la construction des relations. Donc, par exemple, lorsqu'il fallait, par exemple, répondre à une question, lorsqu'il fallait, par exemple, répondre à une demande de notre bailleur de fonds, nous, nous devons réfléchir profondément. Parce que c'est une autre organisation pourvoyeuse de fonds se trouvait au nord, travaillait dans un contexte différent. Et moi, par exemple, c'était ma première fois de travailler avec des personnes euh, euh, d'organisations différentes. Donc, pour moi, par exemple, il était nécessaire de pouvoir bâtir une relation entre Suzanne, par exemple, et son équipe. Donc, il fallait se donner du temps à chacun. quel- il fallait de comprendre quels sont les intérêts de l'un et l'autre et comment est-ce qu'ensemble nous pouvions travailler pour pouvoir aboutir à la satisfaction de ces intérêts. La positive suivante, je voudrais dire que le partenariat équitable ne peut pas être réalisé par un seul élément ou alors par une seule partie. Il y a, n'est-ce pas, différents acteurs qui y interviennent et
à différents niveaux, à différents stages. Et chacun de ces acteurs doit, n'est-ce pas, jouer son rôle afin que le partenariat puisse être équitable, afin que le partenariat équitable puisse être réalisé. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, réformes qui peuvent être prises au niveau des bailleurs de fonds, des pourvoyeurs de fonds du Nord et qui peuvent, n'est-ce pas, se refléter en cascade et influencer les partenaires du Sud. Donc, sur le long terme, euh, nous, nous pensons que la co-création, par exemple, la co-création, par exemple, nécessite beaucoup de temps. Les organisations du Sud pourraient ne pas être capables de financer d'elles-mêmes le temps dont elles ont besoin pour pouvoir co-créer ensemble, puisque cela est une étape qui nécessite beaucoup de temps. Et donc, les pourvoyeurs de fonds, par exemple, devraient comprendre cela et en tenir compte lorsqu'ils mettent à disposition les fonds. Et je pense également que les pourvoyeurs de fonds devraient regarder à d'autres aspects comme la propriété intellectuelle, le renforcement des capacités, euh, la- alors, regardez aussi quel est le rôle exact dont les pays du Sud peuvent travailler. Donc, lorsque les pouvoirs de fonds auront créé, n'est-ce pas, de l'espace pour cela, cela va entraîner un changement de mindset et c'est lorsque tous les partenaires comprendront cela, pourront, n'est-ce pas, réaliser le partenariat équitable. Et donc, Marie-Ève prend la parole et dit merci pour cette présentation. Nous avons plusieurs questions, plusieurs réactions dans le chat. Et donc, nous voyons qu'il est important que et les donneurs et les bénéficiaires on, peuvent, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour pouvoir discuter ce que c'est que le partenariat équitable. Nous avons trouvé intéressant nous avons trouvé intéressant votre présentation sur la co-création et les challenges qui se présentent lorsqu'il y a la co-création. Donc, merci beaucoup pour cette riche présentation. Je voudrais, n'est-ce pas, inviter euh, les participants à poster leurs questions dans, euh, dans dans la section questions-réponses de ce Zoom. Et vous pouvez également, à la fin, lever la main et poser vos questions si c'est ce que vous préférez. Je vais arrêter de partager mon écran à présent et je vais inviter notre premier modérateur, Johannes Atela. Johannes est le directeur exécutif de l'ARIN. ARIN est le co-host de ce webinaire et Johannes est, n'est-ce pas, l'investigateur principal d'un projet sur les initiatives d'adaptation menées localement.
Vous trouverez plus de détails dans la brochure que nous avons postée dans la section Q et A, questions-réponses de cette rencontre. Alors, Johannes, je suis très intéressé à votre réaction sur tout ce que nous avons écouté aujourd'hui. Alors, à vous la parole. Merci. Et Johannes dit merci beaucoup, Marie-Ève. Cela était, n'est-ce pas, des présentations qui poussent à la réflexion. Et les points qui ont été levés sont des points puissants, sont des points très puissants. Et je voudrais dire trois choses qui euh, semblent émerger de ces présentations, mais aussi des expériences que nous avons en tant que réseau qui travaille avec différentes organisations à travers l'Afrique. Alors, la première chose très intéressante, c'est la nécessité de changer le système capable de réaliser le partenariat équitable. Alors, le partenariat équitable n'est pas seulement faire des choses ensemble, mais c'est aussi interroger les valeurs, interroger les aspirations, interroger la façon de travailler, de façon à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain niveau d'alignement entre les différents partenaires. Et dans ce processus de changement de système dont j'ai parlé tantôt, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et ceci est très important parce que plusieurs fois, des gens parlent de partenariat équitable, alors nous devons travailler ensemble, nous devons collaborer, faisons ceci, faisons cela. Et une fois que le projet est terminé, c'est la fin de l'histoire, chacun dit au revoir et puis c'est tout. Mais euh, je pense que le système devrait être modifié, changé de façon à ce que nous puissions réfléchir sur euh, la façon dont nous travaillons ensemble, la façon dont nous faisons la recherche ensemble et la façon dont nous considérons les valeurs de l'autre partenariat, de l'autre partenaire avec lequel nous sommes impliqués. Malheureusement, dans la plupart des initiatives, il n'y a pas du temps pour pouvoir faire cela, il n'y a pas du temps pour pouvoir réfléchir sur ces points. Et je pense que l'organisation Activer le changement met un accent là-dessus afin que les partenaires qui sont impliqués dans le projet puissent avoir du temps d'avoir une réflexion sur quelles sont les valeurs que nous partageons, quelles sont les valeurs, quelles sont les valeurs communes à nous deux et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour que ces valeurs puissent être implémentées, comment est-ce que ces valeurs puissent être respectées. Mais je me rends compte que ce ne sont pas toutes les organisations qui insistent là-dessus, qui insistent à implémenter là-dessus. Donc, différentes organisations ont différentes valeurs et il est important de voir comment est-ce qu'on peut les aligner. Un autre point fondamental qui a, n'est-ce pas, émergé de ces présentations, c'est de, l'aspect de l'alignement entre les différents partenaires qui sont impliqués. Alors, lorsque je vois, oh, pardon, c'est l'aspect de l'apprentissage entre les différents partenaires. Donc, nous voyons par exemple que dans la présentation, le partenaire disait, les partenaires l'un des partenaires devait reconnaître que mon système n'est pas parfait et par conséquent, je dois apprendre de l'autre partenaire. Mais si un partenaire estime que son système est parfait, alors cela devient difficile pour lui d'apprendre d'eux
de l'autre. Donc, cet élément d'apprentissage est donc euh, un élément clé. Mais un des challenges ici maintenant, c'est quelles sont les limites, quelles sont les limites que chaque partenaire devrait se fixer. Par exemple, euh, l'un des partenaires ne pouvait pas apprendre tout ce que l'autre partenaire fait. Alors, comment est-ce que l'on peut définir les frontières, les limites, de façon à ce que le, l'apprentissage pendant la co-création et tous les autres engagements des deux partenaires soient bien définis, de façon à ce que chacune des institutions apprenne de l'autre, mais qu'une perde ses valeurs, mais qu'aucune ne se dévie, n'est-ce pas, des objectifs de ses objectifs. Donc, pour moi, c'est une question, il faut donc apprendre l'un de l'autre, mais il faut déterminer les limites de chacune des organisations. Et finalement, Marie-Ève, je voudrais souligner ici un point critique et sur lequel je voudrais faire une réflexion sur comment est-ce que l'on peut appliquer cela ou alors renforcer le partenariat équitable. Donc, euh, ce qui concerne le financement, par exemple, les façons, la les systèmes de financement doivent être, n'est-ce pas, également euh, euh, ajustés de façon à ce qu'ils soient capables de considérer le partenariat équitable, la co-création. Mais la question est qui paye pour cela? Parce que cela prend du temps. Alors, dans les processus de financement, est-ce qu'il y a des provisions? Euh, est-ce qu'il y a des fonds qui sont réservés pour cela? Donc, il est important de mettre sur pied un cadre logique pour cela. Mais mettre sur pied ce cadre logique, n'est-ce pas, est un challenge. J'ai vu cela avec plusieurs projets, mais je crois que le CRDI a fait un travail intéressant là-dessus parce que j'ai vu que euh, euh, dans certains de leurs appels à candidature, euh, cela est mis en exergue. Mais plusieurs autres bailleurs de fonds, ce n'est pas le cas de plusieurs autres bailleurs de fonds. J'ai vu des projets où, euh, une euh, fois que, j'ai vu des projets où, une fois que les fonds, j'ai vu des projets où il devient très difficile pour les, il devient, il est très difficile pour les partenaires sud-sud de pouvoir n'est-ce pas, implémenter le partenariat équitable parce que cela n'a pas été reflété dans les, les documents du bailleur de fonds. Donc, merci. Marie-Ève prend la parole et dit merci pour votre intervention. Je, je comprends donc votre, votre réflexion que les pouvoirs de fonds, par exemple, doivent être intentionnels, doivent, n'est-ce pas, tenir compte grandement, tenir compte de manière importante de cette nécessité de ce type de partenariat. Alors, je voudrais introduire le deuxième orateur, Santiago.
qui travaille au CRDI. Santiago s'intéresse grandement à la question euh, il a travaillé sur ces questions dans le contexte du changement climatique depuis plusieurs années. Il a trouvé ces questions de partenariat équitable pendant plusieurs années et je voudrais l'inviter à partager son opinion. Et Santiago, merci. Euh, c'est c'est- c'est très, c'est très difficile de dire quelque chose de nouveau après euh, d'autres intervenants qui ont déjà dit des choses intéressantes et importantes. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, partager ici mon opinion du point de vue des donneurs. On a beaucoup entendu aujourd'hui de la façon, on a beaucoup entendu parler aujourd'hui que la façon dont les donneurs travaillent est, n'est-ce pas, critiquée, n'est-ce pas, critique euh, dans la réalisation de partenariats équitables. Il y a une imbalance, il y a une imbalance du pouvoir parce que le donneur a les ressources. Donc aujourd'hui, nous avons entendu parler du temps. Donc, le partenariat équitable prend du temps et donc changer également la structure des donneurs prend du temps. On a parlé de l'intentionnalité. Euh, donc, il ne s'agit pas simplement de dire que cela va arriver, que cela va se mettre, que cela va arriver lorsque nous mettons l'appel à projet, mais il faut se rassurer que cela soit implémenté. Pardon. Et un élément clé que nous avons rencontré au CRDI, c'est qu'il y a, c'est la définition du succès et comment est-ce que nous mesurons le succès. Donc, différentes organisations ont différentes notions là-dessus. Donc, euh, certaines organisations ont, n'est-ce pas, des indicateurs qui sont difficiles pour les partenaires du Sud de pouvoir suivre, de pouvoir matcher et de pouvoir être capable de remplir ces conditions. Donc, à présent, c'est une conversation critique entre nous, donneurs. Donc, à chaque fois que nous avons une situation où les partenaires du Sud vont être les leaders de projet, et ce qui vient toujours, c'est que nous, nous voulons, nous voulons les meilleurs projets, nous voulons les meilleures organisations pour pouvoir gérer le projet, mais on n'a pas de définition de ce que c'est que meilleur, parce que donc, nous mettons sur pied les indicateurs sur la base, par exemple, des initiatives précédentes, des budgets précédents. Et parfois, cela devient un obstacle pour les pays du Sud, les partenaires du Sud, de pouvoir, n'est-ce pas, être les leaders de projets. Et donc, nous avons commencé au CRDI depuis plusieurs années. Pardon, je n'ai pas suivi la phrase, il y a eu une interruption.
Santiago dit plus de 80% plus de 80% des, du principal investigateur des projets qu'il finance sont basés au sud. Je ne sais pas si cela est suffisant ou pas, mais je crois que c'est une proportion significante. Dans la grande partie des personnes qui gèrent nos projets sont situées dans le sud. Donc, mais euh, le partenariat équitable ne se réalise pas tout simplement parce que nous avons mentionné cela dans l'appel à candidature. Et cela doit être appuyé, cela doit être accompagné. euh, non, tout le long du procès, tout le long du processus, cela doit être appuyé, euh, même pendant le déroulement du procès, pendant l'administration du projet, cela doit être accompagné. Et donc, nous comprenons que chaque différentes organisations ont différentes priorités et donc nous devons challenger le système dans lequel nous travaillons. Mais donc, différents partenaires ont également différents systèmes et chacun de ces systèmes est important. Chacun de ces partenaires, c'est pour la raison pour laquelle ils les ont mis sur pied. Donc, il faut faire, il est difficile. Alors, un des défis est de faire comprendre aux partenaires que le changement du système va être bénéfique pour, pour chacun d'entre nous. Nous devons leur faire comprendre que cela va contribuer à rendre l'organisation plus compétitive. Donc, si nous ne procédons pas comme cela, nous allons aboutir à la création d'une bulle dans laquelle plusieurs donateurs, plusieurs bailleurs de fonds se sentent confortables, mais une fois qu'ils sortent de leur bulle, cela deviendra compliqué pour eux. En particulier, je pense que nous avons le cas, par exemple, d'activer le changement, l'organisation Step Change, c'est que développer, développer les partenariats sont importants pour, n'est-ce pas, permettre le partage des données. Et dans partage des données, je vois pardon, euh, création de connaissances, partage de connaissances, pardon. Et puis donc, on ne fait pas de partenariat pour juste parce que l'on veut faire des partenariats, mais on fait des partenariats parce qu'on veut euh, euh, se soutenir l'un l'autre, on veut apprendre l'un l'autre, on veut partager la connaissance entre l'un et l'autre. Et, et je voudrais donc m'arrêter ici pour le moment et j'espère pouvoir revenir lorsqu'une question pourra être posée. Et je voudrais remercier Maria de m'avoir invité aujourd'hui et je suis ravi d'être de retour dans la famille. Et Marie dit merci Santiago de nous avoir rejoints
toi et d'avoir partagé, n'est-ce pas, ton idée ou ta vision du partenariat équitable. Alors, je voudrais donc vous inviter tous à poser vos questions dans le chat, dans la section questions-réponses. Nous avons déjà quelques questions. Je voudrais inviter tous les intervenants, euh, les- ceux qui ont présenté et les modérateurs d'aujourd'hui à allumer la caméra afin de pouvoir répondre aux questions. Donc, je vois une question de Rosine. Donc, je vais poser la question et n'importe qui peut répondre. Alors, si le bailleur de fonds dit, par exemple, que le développement du leadership partnership nécessitera beaucoup de finances et il y aura moins de financement disponible pour les communautés, comment est-ce que je pourrais répondre à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour répondre à cette question? Et Santiago dit, je suis ravi de répondre à cette question. Je pense qu'il y a une dichotomie ici. Nous ne prenons pas l'argent à l'un pour donner à l'autre. Donc, en ce sens, si un donneur, si un pourvoyeur de fonds vous pose cette question, vous devriez retourner vers lui et challenger sa question. Et il y a également un aspect de durabilité dans ce que nous essayons de construire. Parce que si une organisation du Sud est en train de diriger un projet, euh, nous espérons que l'organisation du Sud doit être capable de poursuivre cette initiative sans nous dans le futur. Donc, il y a des questions, il y a des questions dont tout cela revient aux indicateurs. Dans les organisations, quelles sont les meilleures organisations pour diriger des projets? Qu'est-ce que nous mettons dans meilleur? Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je devrais challenger le teneur qui a posé la question. Donc, nous avons fait face à cette situation plusieurs fois où nous voulons euh, avoir au moins une organisation du Sud dans des consortiums. Et puis certains donneurs disent, pourquoi est-ce que nous avons besoin des organisations du Sud? Nous avons juste besoin des meilleures organisations. Donc, cela revient à définir ce que nous entendons par meilleur. Donc, il est important de mettre également de l'argent dans l'organisation qui gère le projet. Euh, Naz prend la parole et dit merci pour la question. Hmm, Ce que nous recherchons effectivement, c'est un shift du rapport de force, du rapport de pouvoir, où ce n'est pas le donneur qui dit ce qui doit être fait. Donc, lorsque nous mettons sur pied un, app- un- un- lorsque nous mettons sur pied, lorsque nous mettons sur pied des appels à candidature, nous nous rendons compte que la plupart du travail est mené par les organisations du Sud et on doit se poser la question du succès. Est-ce que le succès, c'est
pour le donneur, le succès, c'est pour les communautés. Mais je pense que les communautés, le succès pour les communautés est assuré lorsque le projet est mené par les organisations du Sud. Donc, lorsque vous êtes des leaders au Sud et que vous faites un leadership de la manière du Nord, cela n'est pas un leadership du Sud. Merci. Euh, Merci, Shinaz. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir sur cette question? Annette, allez-y. Et Annette dit, je pense que euh, le partenariat entre le Nord et le Sud est généralement... Peut-être on se trompe parfois à penser que le partenariat entre le Nord et le Sud, c'est juste une seule direction où les fonds naviguent du Nord vers le Sud. Mais je pense que ce partenariat peut être vu sous un différent angle. Il s'agit de mettre ensemble un partenariat entre le Nord et le Sud pour pouvoir atteindre un objectif commun. Alors, pourquoi ne pas envoyer de l'argent directement aux communautés qui en ont le plus besoin? Donc, si on pense uniquement à cela, je pense qu'on ne tient pas compte des, on ne tient pas compte des bénéfices des organisations. Par exemple, comment ces organisations partagent des connaissances, comment ces organisations apprennent l'une des autres et comment elles réfléchissent ensemble pour résoudre les problèmes, challenges du Sud. Merci, Annette. Johannes dit, je voudrais ajouter quelque chose très rapidement, si vous me le permettez. Donc, comme Léna l'a dit, la recherche au Sud doit être faite dans un mindset du Sud. Et même dans le Sud lui-même, il y a, n'est-ce pas, déjà un rapport de force entre les différents acteurs qui s'y trouvent. Et on a vu par exemple que la plupart de l'argent qui arrive dans le Sud est dirigé vers un certain nombre particulier d'organisations. Il y a, n'est-ce pas, une inégalité dans la répartition des fonds, dans la répartition de qui reçoit généralement les fonds. Donc, même lorsque nous parlons de projets dirigés par les gens du Sud, nous devons donc avoir un modèle beaucoup plus inclusif. Je voudrais mentionner quelque chose qui, à mon avis, est important ici, c'est que dans notre travail à l'ARIN, nous travaillons avec plusieurs euh, euh, boursiers à travers l'Afrique. Et nous avons constaté qu'il y a plusieurs des boursiers qui ont fraîchement terminé leur doctorat, par exemple, mais ne sont affiliés à aucune organisation et il devient difficile pour eux, par exemple, de pouvoir avoir les fonds pour pouvoir continuer leur recherche. Donc, il y a déjà une inégalité dans cet aspect où on, on néglige ou alors on met de côté un important pool de chercheurs qui pouvaient contribuer pour la recherche en Afrique. Donc, nous voudrions que des gens travaillent ensemble, mais nous voudrions que ce travail ensemble n'est pas euh, euh, assure vraiment l'égalité entre les différents acteurs. Donc, nous pensons que c'est important. C'est pourquoi dans notre organisation, la RIN,
nous avons lancé une initiative où euh, il y a des petits fonds d'environ 10 000 $ qui permettent d'appuyer les, les chercheurs en début de carrière, qui leur permettent, n'est-ce pas, de pouvoir mener des petits projets de recherche et continuer de voir de l'impact à travers leur recherche. Merci. Merci, Johannes. Ça, c'est un point très important. Je vois d'autres questions. Il y a par exemple des questions sur euh, le CRDI et comment est-ce qu'il s'assure de la distribution des fonds. Mais je voudrais prendre peut-être une question avant la fin de ce webinaire. Et est-ce que les organisateurs, la question est la suivante, est-ce que les organisateurs peuvent considérer des seed funding, permettez-moi l'expression, qui permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir financer plusieurs projets qui ont été présélectionnés. Et Marie-Ève répond en disant que chez nous, au CDRI, nous avons, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, une idée, nous avons, n'est-ce pas, une mission de pouvoir financer ce genre de projet. Et nous voulons créer également de l'espace pour des projets qui vont constituer à renforcer les partenariats entre différents intervenants. Et je voudrais donc poser une dernière question qui peut-être nécessitera une réponse rapide. La question est la suivante. Quels sont, quels sont vos points de vue sur comment est-ce que nous pouvons assurer un équilibre entre la réalisation des objectifs fixés, également la réalisation du partenariat équitable lorsque nous, n'est-ce pas, implémentons nos projets? Donc, voilà la question. Qui est-ce qui voudrait répondre? Et quels, la- quels sont vos points de vue sur comment est-ce que nous devrions, n'est-ce pas, s'assurer de l'équilibre entre l'atteignement des objectifs de nos projets et la réalisation du partenariat équitable. Et Annette dit que cela représente, n'est-ce pas, un grand challenge, puisque, par exemple, euh, s'assurer du partenariat équitable prend beaucoup de temps et parfois la réalisation des objectifs même du projet sont rapides et doivent être faits à dans une période de temps donnée. Donc, pour cela, il faut tenir compte de quelles sont les relations qui ont déjà été bâties entre les organisations, mais cela pourra exclure les petites organisations, des nouvelles organisations. Donc, plusieurs organisations se retrouveront exclues de la capacité à obtenir des financements. Pour équilibrer donc cela, nous devrions comprendre que pour, n'est-ce pas, atteindre le partenariat équitable, cela va nécessiter du temps. Donc, on va se retrouver, si on veut aller très vite, on pourra réaliser les objectifs propres du projet, mais sans l'atténuement de, du partenariat équitable. Et Chenel dit, il est important que l'on revoie la vision du succès.
il y a de cela quelque temps, on disait que les, les actions climatiques doivent être rapides, mais au même moment, il faudrait que cela soit fait sur le long terme. Donc, c'est une courbe sur laquelle nous surfons. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est qui est-ce que nous voulons satisfaire? Voulons-nous satisfaire les donneurs, les pourvoyeurs de fonds, ou alors voulons-nous satisfaire les communautés? Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Suzanne dit donc oui, pour ajouter à cela, le design de, de l'appel à candidature, ou alors le design de chaque projet le design de chaque projet doit tenir compte de la courbe, de cette courbe que Shena présentait précédemment. Euh, l'on doit comprendre qu'au début, peut-être que l'on doit aller rapidement, mais vers la fin, cela doit s'étaler sur une plus longue période. On a besoin, par exemple, des partenaires sur le long terme qui ont besoin de 2, 3 ans afin de pouvoir, n'est-ce pas, avoir une amélioration des capacités des différents partenaires. Donc, cela prend du temps. Merci. Euh, et Marie-Ève dit merci beaucoup à vous tous pour vos interventions. Nous tirons vers la fin de cette session et je voudrais inviter Johannes pour les remarques finales. Johannes, vous avez la parole. Et Johannes dit, waouh, merci Marie-Ève. Je crois que beaucoup a été dit aujourd'hui qui lève des questions intéressantes. Euh, je crois que je souhaite que ce ne soit pas que ce ne soit que le début de cette conversation. Je souhaite que cette conversation soit continuée de façon à ce que nous puissions atterrir, nous puissions terminer avec quelque chose de réel. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de personnes parlent de beaucoup de personnes parlent de partenariat, de ce partenariat, mais parfois l'on n'aboutit pas à quelque chose de concret. Je pense qu'à travers des sessions comme celle-ci, euh, cela nous permet par exemple de, de réorienter nos recherches de façon à ce que nous puissions non seulement atteindre les objectifs de nos projets, mais aussi être conscients de pourquoi est-ce que nous faisons ces recherches en tenant compte du partenariat équitable. Donc, le partenariat équitable n'est pas seulement euh, quelque chose euh, qui sied à sa définition, mais c'est quelque chose dans lequel on doit voir l'impact, on doit voir le bénéfice pour les communautés, on doit voir le bénéfice pour les organisations qui sont impliquées dans ce type de partenariat. Néanmoins, je pense donc que plus ces challenges ont été résumés, ont été présentés de manière très intéressante au cours de cette session. Et je voudrais donc dire que dans le réseau ARIN, nous, nous espérons poursuivre cette conversation de manière durable. Et Marie-Ève dit merci Dionès, merci à tous les orateurs d'aujourd'hui, merci à tous ceux qui sont présents à ce meeting. C'est tout à fait le début de cette conversation. Nous, nous espérons, en fait, cette conversation va se poursuivre dans la revue de Step Change et juste une petite note. La semaine prochaine, mercredi, nous aurons le dernier webinaire de cette série. Cela va porter sur l'action
L'action inclusive, cela va parler entre autres de l'inclusion sociale et bien d'autres points. Je vais partager tout de suite le lien à travers le chat. Donc, merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé par les, les vidéos enregistrées des précédents webinaires, contactez-nous. Nous serons ravis de partager cela avec vous. Donc, merci à tous et passez une très belle journée. Au revoir.